les troubles bipolaires. On a déjà vu les troubles unipolaires dépressifs, donc on a une idée assez claire. Là, on va faire les troubles bipolaires. Donc, pour récapituler, une dépression unipolaire, c'est qu'il n'y a pas de manie, il n'y a pas d'épisode où la personne est en euphorie, trop contente de sa vie, trop dans l'excès. Il n'y a pas ça. Unipolaire, il n'y a que la dépression. Du coup, là, on est amené à donner des antidépresseurs. Ok. Bien sûr, avec des doses minimales, avec une surveillance, etc., pour qu'il n'y ait pas un virage maniaque et qu'on soit dans le type 3 des troubles bipolaires, qui est un virage maniaque sous antidépresseur. Ok. Pour la dépression maintenant bipolaire, dans ce cas, on ne donne, pour tout ce qui est des troubles bipolaires, on ne donne jamais des antidépresseurs dans les troubles bipolaires. Première chose, première leçon, premier message durant cette vidéo, c'est ça. C'est qu'on ne donne jamais d'antidépresseurs pour un trouble bipolaire. On ne donne jamais d'antidépresseurs dans la bipolarité. Sinon, on aura un risque de virage plus maniaque et ça va être une catastrophe, ok. Un antidépresseur dans dans la bipolarité, c'est à bannir, ok. On donne dans la bipolarité des thymorégulateurs. Les thymorégulateurs, c'est le traitement des troubles bipolaires. Très bien, on va commencer par notre introduction et tout. Donc là, on a mélancolie, on a manie. Auparavant, on parlait de mélancolie, de manie. La mélancolie, c'est un peu la forme extrême de la dépression. La manie, la dépression, la manie, l'alternance de ces deux. On parlait auparavant dans l'histoire de folie maniaco-dépressive. Celui-là, d'un coup, il est très content, d'un coup, il est déprimé et ça s'alterne. Au fait, là, on va parler du trouble bipolaire en soi. C'est un trouble psychiatrique qui est sévère, qui est chronique, qui est fréquent. Ok, c'est fréquent, c'est sévère, c'est chronique. Ok, ce n'est pas une psychose, ok, mais c'est chronique. C'est chronique. Trouble dépressif, trouble bipolaire, c'est pas une psychose, c'est plus, on va dire, des névroses. C'est des troubles psychiatriques, ok. Le traitement est à vie quand je parle du chronique, ok. Donc, il se caractérise par quoi? Il se caractérise par des changements pathologiques de l'humeur et de l'énergie qui peuvent être augmentés, ce qu'on appelle la manie, ou bien diminués, ce qu'on va appeler la dépression. Donc, on aura des symptômes psychiatriques au cours des phases de stabilité de l'humeur. C'est-à-dire là, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre la phase de dépression et la phase de manie, on aura des phases ce qu'on appelle euthymiques. La thymie, j'ai dit, c'est l'humeur. Donc, on aura des phases euthymiques. C'est quoi les phases euthymiques? C'est-à-dire, c'est des phases un peu, on va dire, de stabilité de l'humeur, mais en vrai, c'est faux, ok. Enfin, on parle de phase euthymique où il n'y a pas de stabilité de l'humeur. Ok. Durant ces phases-là où on parle de stabilité, il y aura toujours des symptômes psychiatriques. Il y a toujours des séquelles, soit de l'épisode dépressif ou bien de l'épisode maniaque qui y a précédé. Ok? Très bien. Donc, on a dit, c'est des altérations persistantes. C'est ce que je veux que vous reteniez, c'est des altérations persistantes où on aura des fonctions cognitives, de la régulation des émotions, du sommeil, des rythmes circadiens qui vont toujours rester, même dans la phase euthymique, même dans la phase de stabilité de l'humeur qui va venir après, ok? Voilà, donc c'est souvent, ils vont être souvent associés comme des troubles par exemple anxieux, des troubles addictifs, des troubles non psychiatriques, des pathologies cardiovasculaires, des syndromes métaboliques. Il peut accompagner ces troubles bipolaires. Ok. Donc le trouble bipolaire, il est d'origine multifactorielle, mêlant des facteurs de risque génétiques et environnementaux. Pourquoi il y a ceux qui font de la bipolarité, d'autres non? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interagissent. C'est que la vie de cette personne-là, le moment où elle est née, les parents avec lesquels elle est, voilà, les parents qui lui ont donné vie, ses frères, ses sœurs, son entourage, son milieu, sa zone géographique, ses gènes, son épigénétique, je vais dire, c'est d'une grande profondeur pour dire la cause d'une maladie psychiatrique, mais c'est le tout. C'est le tout qui a fait que cette personne aura ce trouble bipolaire.
Ok, donc voilà, c'est ce que je veux que vous reteniez dans ce cas. Donc, on va parler un peu de notre humeur, l'humeur de l'humain. L'humeur, c'est quoi? Il n'y a que l'humain qui a de l'humeur. Les animaux n'ont pas d'humeur. Ils sont toujours joyeux, on va dire. Non, pas toujours. Bon, l'essentiel, l'humeur, c'est quoi? L'humeur, c'est une disposition affective de base qui peut osciller en fonction des événements et des émotions, de l'environnement social, affectif, familial et professionnel. Ok, donc ça peut osciller même chez nous, ça ne veut pas dire que c'est pathologique, c'est une humeur non pathologique qui peut osciller, mais pas dans une grande fréquence. Ok, elle ne peut pas vraiment changer à 360 degrés, on va dire d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, etc. Ça dépend. Ça dépend. Dans les troubles bipolaires, c'est pas toujours très cyclique et très bien fait et très bien rythmé. On va voir par la suite. L'historique, je vais passer. Je vais juste dire que on a un trouble bipolaire type 1. Le type 1, c'est la manie-dépression. C'est l'alternance de la manie et de la dépression. La manie, c'est-à-dire c'est à l'extrême, c'est la jovialité, l'humeur exaltée à l'extrême. Et la dépression, on a déjà vu, c'est la tristesse, le fond du trou. Et on a le trouble bipolaire type 2. Dans ce cas-là, la dépression, elle est obligatoire. C'est pas comme dans le type 1. Dans le type 1, on peut avoir que la manie, par exemple. C'est pas toujours très bien codifié. Mais le type 2, c'est la dépression qui est obligatoire, je vous dis, plus des épisodes hypomaniaques. Là, c'est quoi l'hypomanie? C'est-à-dire, c'est une manie plus légère. C'est une manie plus soft. C'est light. C'est une manie light. Manie light, c'est l'hypomanie, ok? Très bien. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. C'est le type 1, le type 2, le type 3. J'ai fait un peu un résumé avant d'entamer le cours. Type 1, c'est manie-dépression. Type 2, c'est dépression obligatoire plus des épisodes hypomaniaques. Type 3, c'est un virage maniaque sous antidépresseur. Très bien. La dépression, elle est 2 fois, 3 fois plus fréquente chez la femme. On a déjà parlé de ça. L'épidémiologie, donc ici, non. Ici, le sexe ratio, c'est 1. Ça touche aussi bien les femmes que les hommes pour les troubles bipolaires. C'est entre 15 à 25 ans. C'est plutôt les jeunes qui sont l'apanage, qui sont sujets à des troubles bipolaires. On peut bien le comprendre. En dehors des épisodes maniaques et dépressifs, on pourra avoir des intervalles libres, comme j'ai dit, où il y aura quand même durant les intervalles libres, l'altération des fonctions cognitives, du sommeil, des rythmes circadiens, des systèmes immuno-inflammatoires, métaboliques, neurodéveloppementaux et neurophysiologiques. Voilà, ça veut dire même durant les phases un peu de stabilité, on va dire, c'est pas totalement stable. Très bien. Le diagnostic, il est difficile et tardif. Il peut prendre 10 ans pour les troubles bipolaires. Après plusieurs épisodes, parce qu'au début on peut dire que c'est juste c'est juste dépressif, puis on peut aller vers des troubles anxieux, vers d'autres terrains et tout, pour venir après vers les troubles bipolaires après tant d'années. Donc il est difficile. C'est la pathologie qui a le diagnostic le plus retardé pour le trouble bipolaire. Les facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque qui sont à risque de développer un trouble bipolaire? Sont ceux qui ont les gènes, l'héritabilité elle est dans 70 à 80%. Un risque x 10 si on a un antécédent familial au premier degré de trouble bipolaire. Aussi, on a l'environnement, les traumatismes durant l'enfance, des traumatismes sexuels, affectifs, émotionnels, des stress aigus ou bien répétés, etc. Et selon l'OMS, c'est parmi les maladies les plus invalidantes et coûteuses au plan mondial. Voilà, donc au fait, 50 à 70% selon les études récentes ont trouvé qu'il y a des anomalies des récepteurs qui sont perturbés. Toujours comme j'ai dit, en psychiatrie, il y a toujours cette histoire de récepteurs qui sont perturbés et on a trouvé qu'il y a aussi une inflammation. C'est-à-dire on trouve une CRP qui est supérieure à 6 et cette inflammation, elle va donner automatiquement une perturbation des neurones. Une inflammation au niveau du cerveau va donner une perturbation au niveau des neurones et donc il y a les récepteurs qui ne vont pas, on va dire, qui ne vont pas marcher. Donc il y a cette hypothèse où on avait dit qu'on va donner des anti-inflammatoires et tout. Bref, on verra par la suite. Pour la spécificité des troubles bipolaires, on a dit les épisodes, on a la manie, la dépression, l'hypomanie, les troubles bipolaires type 1, type 2 et la cyclothymie, on va dire c'est le type 3 qui est le virage maniaque.
Voilà, on a des spécifications. Ça peut venir durant le postpartum, ça peut être saisonnier, ça peut être psychotique. Voilà, ça peut être plus prononcé dans des durées de vie que d'autres. Donc, on va commencer par ces syndromes. On va un peu parler de la manie, c'est quoi, de l'hypomanie, c'est quoi, de la dépression, c'est quoi, et des épisodes mixtes, c'est quoi. On commence par l'accès maniaque. En fait, il faut retenir que plus il y a d'accès, plus il y a ces accès de dépression, de bipolar, de manie et tout, plus il y a de cycles, plus les facultés intellectuelles vont se dégrader. Donc notre objectif, c'est de garder la stabilité. Ok, très bien. Donc là, on commence par l'accès maniaque. C'est quoi l'accès maniaque? C'est quoi la clinique de l'accès maniaque? Il a d'abord des troubles de l'humeur. C'est-à-dire, l'humeur, elle va être... Il y a l'élation de l'humeur, c'est-à-dire l'élévation de l'humeur. Mais généralement, dans ce cas de bipolarité, on va parler d'une humeur qui est labile. Labile, ça veut dire il y a l'alternance de l'euphorie, de larmes, mais aussi d'irritabilité. Ça ne veut pas dire elle est élevée, c'est il est toujours heureux. Elle est élevée, il peut être aussi dans le sens de l'irritabilité, ok. Il y a l'exaltation, l'euphorie, l'irritabilité qui peut être une cause de passage à l'acte. Il y a la violence, il y a l'impulsivité, il y a la labilité. Retenez que l'humeur est labile dans l'accès maniaque. Souvent dysphorie, c'est-à-dire labile. Dysphorique, elle est labile, une humeur labile, 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 labile. Voilà, il y a une tension interne très importante, un risque de passage à l'acte auto-agressif durant ces troubles de l'humeur labile. Voilà, maniaque. Le maniaque, il faut retenir qu'il est généralement en insomnie. Il peut se réveiller à 3 heures du matin et commencer des projets, écrire des livres. Et il peut même les écrire, c'est vrai. Il peut même les publier. Il peut dessiner des dessins magnifiques. Il peut être très productif et tout. Mais sans fatigue, ok. Il est insomniaque, il ne dort pas, mais il n'est pas fatigué. Il ne veut pas récupérer. Il est toujours en forme. On a l'accélération motrice. L'accélération motrice dans le plan psychique, on aura une tachypsychie, une accélération du cours de la pensée, des fuites d'idées, des associations, des tachypsychies, c'est-à-dire le cours et le contenu de la pensée qui est accéléré. Et on a donc sur le plan clinique, ça va être sous forme de quoi cette tachypsychie et cette voilà, cette accélération du cours et du contenu de la pensée, ça va se traduire par des logorées intarissables, c'est-à-dire c'est des graphorées, logorées, c'est-à-dire il est là en train de parler, il est en train de sauter d'un sujet à l'autre. On a l'hypersyntonie, c'est-à-dire l'hyper-réactivité, il est très réactif à l'environnement, l'hyperesthésie, euh, l'hyperémotivité, des troubles du contact, des troubles cognitifs, des difficultés à se concentrer puisqu'il saute voilà, d'un sujet à l'autre. On a aussi cette accélération motrice dans le plan moteur. Donc vous avez une hyperactivité, une infatigabilité, j'ai dit il ne dort pas, il a des insomnies mais il n'est pas fatigué, il y a de l'agitation, dans les formes extrêmes, cette agitation peut aller jusqu'à la fureur maniaque. La fureur maniaque, dans ce cas, on pourrait avoir la mise en jeu du pronostic vital où on aura par exemple des conséquences médico-légales. Quand il est en fureur maniaque, il peut voilà, aller tuer quelqu'un, il peut aller violer quelqu'un, il peut aller dépenser tout, il peut... Voilà, c'est des fureurs maniaques. Et on a des troubles somatiques ou perturbations des conduites instinctuelles, c'est-à-dire les instincts. On a 3 instincts en tant qu'humain, ok. On a le sommeil, on a la nourriture et on a le sexe. Donc là, vous aurez l'insomnie, l'infatigabilité, l'appétit pour l'alimentation, ça sera augmenté de façon excessive, ou bien ça peut aussi aller jusqu'à le fait d'oublier de manger parce qu'il est très hyperactif, il a beaucoup de choses à faire. On a la déshydratation parce qu'il est hyperactif et on a aussi l'hypersudation. Conséquence qu'il a beaucoup de projets et n'a pas de temps. Et on a l'augmentation de la libido avec des inhibitions libidinales. Ok, donc vous avez l'augmentation, mais ça va dans tous les sens. C'est une énergie, on va dire, sexuelle qui est stérile, qui n'est pas productive, qui n'aboutit à rien. Très bien, on a des troubles du comportement. Les troubles du comportement dans l'accès maniaque, c'est qu'on a des dépenses inconsidérées, une désinhibition,
Donc, c'est une hypersexualité, des relations sexuelles qui sont multiples, un comportement qui va être provoquant, désagréable, il peut vous faire des clins d'œil, etc., avec un risque carrément de passage à l'acte médico-légal. Secondaire aux troubles du jugement, donc il aura de l'impulsivité, des conduites en état d'ivresse, des excès de vitesse, des addictions, des vols, etc., des viols, etc. Donc là, retenez pour ce qui est acte médico-légal dans l'accès maniaque, retenez la sauvegarde de justice. Retenez ce mot, on va revenir dans l'évolution, dans le chapitre médico-légal. Très bien. Donc, on aura aussi dans l'accès maniaque des troubles du contenu de la pensée il peut être délirant ou non. On pourrait avoir des délires de surestimation de soi, on aura les thèmes du délire, dans ce cas c'est plus le mystique, la mission extraordinaire, la communication avec Dieu, la mégalomanie, il va sauver le monde, il a des objets extraordinaires, la filiation exceptionnelle d'influence, c'est un pharaon, c'est un roi, c'est une divinité, c'est un acteur, c'est quelqu'un de très connu, les syndromes d'influence, un syndrome d'hallucination intrapsychique, il y a quelqu'un qui l'influence, il y a quelqu'un qui lui a transmis la mission de sauver le monde, c'est dans ce genre-là de délire. Et le mécanisme, il peut être intuitif, interprétatif, imaginatif, il peut avoir aussi des hallucinations auditives, donc tous les thèmes. Voilà, l'adhésion elle est totale, il adhère à son délire et le délire il est plutôt bien organisé dans le cas de l'accès maniaque. Comment ça va évoluer? Le début il est brutal en quelques jours, ça peut s'aggraver rapidement avec des risques somatiques, c'est-à-dire l'hyperactivité qu'il a, il va pas s'alimenter, il va être déshydraté, dénutri, etc. Il peut rompre aussi ses traitements de fond s'il a une autre pathologie, avec un abus d'alcool, de psychotropes et un effet secondaire bien sûr des iatrogènes. Voilà, s'il boit beaucoup de traitements, il ne boit pas les traitements qu'il doit boire, donc là, il aura bien évidemment voilà, des conséquences somatiques. Pour ce qui est du médico-légal, donc c'est là que je vous ai dit de garder au fond de votre pensée la sauvegarde de justice. On est arrivé au médico-légal. Le médico-légal, quelles sont les conséquences médico-légales de l'accès maniaque? C'est l'agitation classique, c'est-à-dire, il y a un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Donc, il y a le risque de suicide, ça c'est médico-légal. Et on a les dépenses inconsidérées. Ça c'est très important, les dépenses inconsidérées. Une personne qui est en accès maniaque, elle va faire des chèques sans provision, des achats effectués, elle peut donner des terrains, elle peut donner des milliards, voilà, elle peut donner tout. Donc là, ce qu'on appelle la sauvegarde de justice. C'est-à-dire la justice, quand quelqu'un il est bipolaire, quand il fait des trucs comme ça durant son accès maniaque, ils sont pas considérés comme vrais. C'est une sauvegarde. Très bien, ils peuvent faire aussi des conduites d'automobile à risque, des accidents de la voie publique et autres comportements à risque, des sports dangereux, des perturbations de l'ordre public, des fureurs maniaques. C'est une forme qui met en jeu le pronostic vital, des résistances au traitement et tout. Mais ce qu'il faut retenir dans le médico-légal, c'est le risque de suicide, les dépenses inconsidérées, voire les accidents automobiles, etc. Très bien. Ce qui est psychiatrique, l'évolution, il y a un risque suicidaire qui est très important dans les manies labiles, dysphoriques, car il y a une instabilité émotionnelle, il y a une tension interne, il y a un risque de suicide qui est accru. Du coup, le maniaque dans l'accès est égal hospitalisation. Ok. Pour le déprimé, quand il y a un risque suicidaire, on hospitalise. Quand il n'y a pas de risque suicidaire, on n'hospitalise pas dans la déprime, dans l'épisode dépressif. Mais dans le maniaque, on hospitalise. On hospitalise parce que le risque, il est accru. Voilà. Et puis, on a l'hypomanie. Donc là, on a terminé avec l'accès maniaque. On est arrivé à l'hypomanie. L'hypomanie, il n'y a pas de prise en charge à faire. Ok. C'est une période délimitée dans le temps. C'est 4 jours ou un truc comme ça. On a une symptomatologie, il y a un retentissement quand même fonctionnel, mais il est moins important que le syndrome maniaque. On a tout le tableau qu'on a cité, il est là, mais dans une intensité moins sévère. Il y a des perturbations on va dire, des perturbations pathologiques, psychoaffectives, des perturbations psychomotrices, des perturbations physiologiques du sommeil, de l'alimentation, de la sexualité et tout. Mais contrairement au syndrome maniaque, celui-là ne nécessite pas généralement une hospitalisation. Je vous ai dit,
la manie, c'est à hospitaliser. C'est une humeur labile. Par contre, là, dans l'hypomanie, l'humeur, elle n'est pas labile. Elle est joviale. C'est une humeur joviale. L'épisode maintenant dépressif. On a déjà parlé de l'épisode dépressif, je ne vais pas rester là. Donc vous avez des sentiments persistants de tristesse, d'anxiété, de culpabilité, de colère, d'isolement, de désespoir, de troubles du sommeil, d'appétit, de fatigue, de perte d'intérêt, de dépersonnalisation, d'anxiété, d'idées suicidaires morbides et dans les cas sévères des délires, des hallucinations, des épisodes dépressifs majeurs, des mélancolies. Voilà, quand c'est au-delà de 6 mois et tout. Voilà, c'est l'épisode dépressif. Donc là, c'est un tableau qui fait une comparaison entre la dépression et la manie. Dépression, tout est désinhibé, tout est ralenti, tout est diminué. Il y a une tristesse, une perte de confiance de soi, une envie de rien, une perte de tout plaisir. Il vit au jour le jour. Il ne se précipite pas. On va dire, il n'a pas de projet, pas d'envie future, pas d'espoir. Il est fatigué, il a des troubles du sommeil, dans le type d'hypersomnie et il ne mange pas et la libido est vraiment faible. Et on a des troubles cognitifs, il n'arrive pas à se concentrer. La manie, contrairement à la dépression, il est euphorique, il y a une augmentation de l'estime de soi, il a une puissance énorme. Il a de nombreux projets, même des projets irréalistes. Il n'est pas fatigué, il est en insomnie, mais il n'est pas fatigué parce qu'il a beaucoup de projets. Il peut ne pas manger parce il est hyperactif. Il a une augmentation de la libido, une hypersexualité, une accélération des pensées, une tachypsyché et une hyperactivité. Pour les épisodes mixtes, faut savoir qu'ils sont les plus pourvoyeurs de suicide. Que les critères, c'est les épisodes maniaques, plus les épisodes dépressifs majeurs, qu'il y a une perturbation de l'humeur qui est sévère, une altération des fonctionnements scolaires, fonctionnels, professionnels et tout, et des relations interpersonnelles, là, l'hospitalisation est nécessaire. Pour le diagnostic du trouble bipolaire, tout d'abord, il faut éliminer une dysthyroïdie, ok? Il faut éliminer un dérèglement de la thyroïde. Ok. Et il faut aussi éliminer la schizophrénie, la dépression seule et les troubles de la personnalité borderline. Donc les diagnostics différentiels, avant de diagnostiquer le trouble bipolaire, il faut éliminer les dysthyroïdies, la schizophrénie, la dépression unipolaire et les personnalités borderline. Très bien. Voilà, très très bien. Donc, il faut savoir que le trouble bipolaire peut s'exprimer différemment. Il peut ne pas être, généralement d'ailleurs il n'est pas reconnu d'emblée. Donc il faut faire un diagnostic différentiel d'abord. Les atypies, elles sont plus fréquentes. Et aussi, je vais vous dire un mot, c'est l'évolution. C'est l'évolution qui va nous faire diagnostiquer un trouble bipolaire. Comment la classification, comment elle est? Donc le type 1, c'est un ou plusieurs épisodes maniaques ou mixtes et des épisodes dépressifs d'intensité variable. Le diagnostic peut être fait même en l'absence d'un épisode d'un trouble dépressif, je vous ai dit. Donc il faut éliminer toutes les autres causes, iatrogènes, organiques et tout, et toxiques, pour dire que c'est un trouble bipolaire type 1. Le type 2, c'est quoi? C'est un ou plusieurs épisodes hypomaniaques et un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs. Là, l'épisode dépressif est obligatoire. La cyclothymie, c'est une forme atténuée du trouble bipolaire. On aura, en fait, le bipolaire type 3, c'est des états maniaques ou hypomaniaques qui ont été induits par des traitements médicaux. C'est le virage maniaque pharmacologiquement induit. Généralement, c'est les antidépresseurs quand on chez un déprimé unipolaire et qui va virer vers la manie ou l'hypomanie. Là, c'est un peu schématique, ok. Donc, vous avez par exemple le type 1, il a une manie, puis il a une dépression, une manie. Une manie et une dépression, par exemple. Soit c'est une manie seule, soit c'est une manie et une dépression, les deux. Soit c'est une dépression, par exemple, puis manie, etc. Voilà, c'est une alternance. Ça, le type 2, c'est une hypomanie et puis une dépression. Voilà. Quels sont les facteurs prédictifs de la bipolarité? Ok, c'est les facteurs de risque. C'est on a
des antécédents de 3 ou plus d'épisodes dépressifs récurrents. 2, c'est une notion d'hypomanie. 3, c'est un épisode atypique déclenché par un antidépresseur, c'est un virage. 4, c'est un épisode durant le postpartum. 5, c'est un début des épisodes dépressifs avant 25 ans. 6, c'est des antécédents familiaux de troubles bipolaires, de troubles dépressifs récurrents, d'addiction ou de suicide. Et 7 aussi, c'est des antécédents soit personnels, même familiaux, je dirais, de TS, de tentative de suicide. Quelles sont les comorbidités? Généralement, les troubles bipolaires s'associent à des addictions, à des troubles phobiques, à des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, à la TDAH, au ADHD, à la personnalité borderline, aux conduites alimentaires, au TOC, aux troubles obsessionnels compulsifs, aussi au TCA, troubles du comportement alimentaire, et aux comorbidités aussi non psychiatriques, voire des syndromes métaboliques, des risques cardiovasculaires, des syndromes d'apnée du sommeil, etc. Diagnostic différentiel, on a déjà parlé. On doit différencier d'abord, on doit d'abord éliminer le trouble bipolaire et tous les troubles psychiatriques sont des diagnostics d'exclusion, c'est-à-dire après avoir éliminé des affections médicales iatrogènes de substances psychoactives, neurologiques, tumeurs cérébrales, CEP, AVC, etc. Endocriniennes et métaboliques, très très important, les troubles thyroïdiens et tout. Et on a iatrogènes, les corticoïdes, les antidépresseurs et tout, parce qu'il y a une dépression qui est causée par des médicaments. On doit aussi éliminer d'autres affections psychiatriques, comme la dépression unipolaire, la personnalité borderline, la TDAH, la schizophrénie, les TOC, les TCA, etc. Et aussi, il faut faire des bilans. Un bilan standard de glycémie, un ionogramme, une calcémie, une urée, une créate, une formule, une CRP, une TSH, un bilan hépatique, un ECG, etc. Et rechercher des toxiques urinaires. Voilà, s'il y a du cannabis, au lapsticks, ok, à la bandette urinaire. Rechercher les amphétamines et tout. Et au premier épisode, c'est bien, voire très nécessaire, de faire un scanner, une IRM cérébrale et un EEG. Voire, je dirais, c'est obligatoire. Maintenant, c'est quoi le pronostic de ces troubles bipolaires? Le pronostic de la maladie dépend en partie d'une prise en charge précoce et adaptée. Bien traité, on aura des rémissions symptomatiques et fonctionnelles, une bonne insération au niveau de la famille, de la profession, de la société, mais certains symptômes résiduels en dehors des épisodes restent toujours, généralement. Quand il n'est pas correctement pris en charge, il peut se compliquer avec une évolution plus sévère, des cycles plus rapides. On parle de cycles rapides dans les troubles bipolaires quand on a 4 cycles par an. Plus de 4 cycles par an, et on a des troubles psychiatriques et des comorbidités, des pathologies non psychiatriques associées, des suicides dans 15% des cas, des actes médicaux légaux liés aux troubles du contenu du cours de la pensée, au délire, à l'accélération psychomotrice, généralement à la manie. Et on a aussi la désinsertion familiale. Donc vous voyez, sous traitement, bien pris en charge précoce et tout, on pourrait avoir une insertion et tout, mais quand il n'est pas bien pris en charge, on pourrait avoir des cycles plus rapides, voire 4 fois par an. On pourrait avoir des troubles psychiatriques, des comorbidités, des pathologies non psychiatriques, des actes médico-légaux et une désinsertion, et on ne veut pas ça. Du coup, on va faire quoi? On va le prendre en charge. Du coup, on va le prendre en charge. Comment on va le prendre en charge? Déjà, on a l'hospitalisation qui est nécessaire dans 3 cas. Le premier cas, c'est le risque suicidaire élevé. Deuxième cas, c'est des épisodes avec troubles importants. Et on a les risques hétéro-agressifs. Donc, les formes sévères ou résistantes. On doit faire une réévaluation diagnostique et thérapeutique. Et on vous dit ici qu'un épisode maniaque est une urgence médicale et requiert, dans la majorité des situations, ok, je suis en train de lire. Donc, une hospitalisation en urgence en psychiatrie, si nécessaire en milieu sécurisé. Un épisode, par contre, dépressif caractérisé peut être pris en charge en ambulatoire, sauf en présence de critères de gravité avec hospitalisation en psychiatrie, si nécessaire en milieu sécurisé. Vous avez retenu que l'accès maniaque, on l'hospitalise, la dépression, on l'hospitalise que si on a un risque de suicide. Donc, à la phase aiguë, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une hospitalisation en urgence, une prise de toxiques, on va la rechercher, on va arrêter tout traitement antidépresseur, on va donner un thymorégulateur continu au long terme, on va faire un traitement sédatif en cas d'agitation, juste en cas d'agitation, et en dernier recours, on va faire un isolement en contention des 4 membres, on va essayer de ne pas
faire ça, sauf s'il y a vraiment un risque auto ou hétéro-agressif. 7, très important à souligner, je sais pas, en rose ou en orange, c'est la sauvegarde de justice, si dépenses ou achats excessifs, ou bien, voilà, pour protection des biens en urgence. Et on a la prévention et la surveillance du risque suicidaire et hétéro-agressif. Au long terme maintenant, on a 5 objectifs. Notre premier objectif, c'est de stabiliser l'humeur. Notre deuxième objectif, c'est de prévenir les rechutes. Notre troisième objectif, c'est d'aider le patient à prendre conscience de sa pathologie et à accepter le traitement. Notre quatrième objectif, c'est de préserver les capacités d'adaptation. Notre cinquième objectif, c'est de dépister les comorbidités psychiatriques et médicales. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord le prendre en charge en ambulatoire. On va faire un traitement médical, c'est un thymorégulateur. On va suivre la tolérance et l'efficacité. On va diminuer ou arrêter le traitement s'il y a risque de dépendance. On va donner une psychothérapie, une psychoéducation, une remédiation cognitive, bien évidemment. Très bien. Au long cours maintenant, on est toujours dans le long cours. Donc, pour la manie, le maniaque, on donne le thymorégulateur qu'on donne, le gold standard, c'est le lithium. Le lithium, c'est pour les troubles bipolaires, ok. Voilà, c'est le lithium. Faut dire que les antidépresseurs, tous les antidépresseurs, et même les antidépresseurs tricycliques qu'on donne dans la dépression, ils ne sont pas recommandés car il y a un risque d'augmentation du virage de l'humeur. Déjà, l'humeur, elle n'est pas stable et on va lui y ajouter un antidépresseur qui peut déstabiliser plus l'humeur. Et on a l'électroconvulsivothérapie ou bien la sismothérapie. Celle-là, elle donne une amélioration rapide à court terme. Après échec de tous les traitements, on pourrait faire la sismothérapie. Elle est indiquée quand, cette sismothérapie, le fait d'électrocuter le cerveau. Elle est indiquée si on a des troubles dépressifs sévères, si on a un épisode maniaque sévère, donc dans la sévérité, la prolongation et tout. On a la mauvaise tolérance aux psychotropes, les états catatoniques, les cycles rapides et les contre-indications au traitement chez les personnes âgées ou bien chez les femmes enceintes. Pour la psychothérapie, elle est toujours indiquée. C'est les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies interpersonnelles, la psychoéducation et les thérapies familiales. On a bien sûr l'éducation thérapeutique, des programmes d'information structurée. L'éducation thérapeutique a démontré une excellente efficacité thérapeutique dans les troubles bipolaires en particulier. Ça améliore la compréhension du trouble bipolaire, ça améliore la compréhension et l'utilité des traitements, ça développe la capacité de détecter les signes précurseurs des rechutes. Il va vous dire « je sens que je vais rechuter », donc vous allez le prendre plus précocement. Ça encourage une régularité des rythmes de vie et ça développe des capacités d'autosurveillance. Voilà, et ça permet, ce qu'on veut le plus, c'est la réinsertion sociale, c'est la réhabilitation sociale, donc ça nous permet de faire ça. Pour conclure notre cours, donc tout tableau thymique, devant tout tableau thymique, on doit éliminer une pathologie organique, iatrogène ou toxique. Devant un état dépressif, on doit apprécier le risque suicidaire, l'hospitalisation en urgence devant un état maniaque avec une sauvegarde de justice à mettre en place devant le risque de dépenses inconsidérées. Retenez toujours le mot sauvegarde de justice. Un état mixte, mélancolie anxieuse et manie, comporte un risque majeur de passage à l'acte auto-agressif. C'est l'état mixte où il y a plus de suicides. Et on a la prescription d'antidépresseurs. Elle est à éviter, elle est à proscrire dans les troubles bipolaires. Et l'observation du traitement conditionné, éduquer le patient et son entourage, ainsi que les démarches de réinsertion socio-professionnelle sont à prendre. Ok. Voilà, donc je voulais juste vous faire une petite remarque sur le syndrome de Cotard. Je vous ai dit que c'est la négation d'organes caractéristiques spécifiques mais pas pathognomoniques de la dépression. Ok. On peut le retrouver même dans la bipolarité, mais c'est plus dans les épisodes dépressifs. Et je vous conseille de regarder la vidéo
Ça commence aujourd'hui, des troubles bipolaires, ça va vous aider énormément avec les témoignages des patients et je vous remercie.